Bonjour Guillaume Ancel, vous êtes ancien officier de l'armée française, vous êtes l'auteur de Petites leçons sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre. Ça vient de sortir aux éditions Autrement. 2 rendez-vous essentiels aujourd'hui, l'un à Paris, Emmanuel Macron qui réunit les chefs d'état-major de 31 pays alliés, et l'autre ça se passe en Arabie Saoudite, négociation de paix qui commence. Volodymyr Zelensky qui vient d'arriver à Jeddah et qui devrait rencontrer le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Avant de voir ce que ces 2 rendez-vous peuvent avoir de crucial, ce qu'il s'est passé cette nuit à Moscou, une attaque de drones ukrainiens contre la région de la capitale russe, 337 drones ukrainiens. Les dégâts ne sont pas extrêmement importants, même s'il y a une personne qui est décédée, qui était dans sa cour lorsque le drone a explosé. Est-ce que c'est un baroud d'honneur de la part de Volodymyr Zelensky ? Oui, très clairement, il faut imaginer que chacun de ces drones emporte l'équivalent d'une grenade. Donc c'est un bombardement massif contre Moscou avec très peu d'effet. Pourquoi ? Parce que sans le renseignement américain, les Ukrainiens ne peuvent pas tracer les bonnes trajectoires pour leurs drones et donc ils tombent immédiatement dans les défenses antiaériennes et dans les systèmes de brouillage des Russes qui sont très élaborés. Mais clairement pour Zelensky, c'est une manière de montrer qu'il n'a pas terminer cette guerre comme veut lui imposer Donald Trump et que eux, les Russes, ne respectent absolument aucune trêve. D'ailleurs, il n'y a pas de trêve aujourd'hui dans cette guerre. Il n'y a pas encore de trêve. Les pourparlers d'un début de négociation de paix vont commencer tout à l'heure. Mais sur le terrain, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Guillaume Ancel, que la situation est gelée ou qu'au contraire, la Russie continue à avancer ? Est-ce que la Russie a l'avantage de manière claire et nette ? Ou est-ce qu'on en est au fond ? On en oublie presque ce qu'il se passe sur le front. En fait, aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement grave parce que, privés du renseignement américain, les Ukrainiens ne peuvent plus compenser leur infériorité numérique par rapport à l'armée russe. Vous avez noté que pendant 3 années, les Ukrainiens n'ont jamais été surpris par les Russes. Et là, pour la première fois, ils ont un bandeau sur les yeux. Et pourtant, en face, ils ont Goliath. C'est comme ça que dans la région de Koursk, où ils avaient réussi à récupérer quelques centaines de kilomètres carrés en Russie même, eh bien, actuellement, ils risquent de se faire encercler par les Russes. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voient plus leurs manœuvres, ce que savaient leur indiquer avec une très grande précision jusqu'ici les Russes. Et les Américains, bien sûr. Et donc, ce qui est très grave pour les Ukrainiens, c'est qu'en étant lâchés par le renseignement américain, ils sont dans un brouillard qui est extrêmement dangereux pour eux et ils risquent énormément soit de voir le front percé à un endroit, soit de se faire encercler comme à Koursk. Dans la poche de Koursk. Guillaume Ancel, à ce moment-là, il y a donc les négociations de paix qui devraient débuter en Arabie Saoudite. Volodymyr Zelensky et le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, qui vont donc en quelque sorte recommencer à se parler. Sur votre blog, vous parlez de trahison américaine et pour vous, c'est une forme de victoire de Donald Trump à travers l'administration américaine. Est-ce que le fait que Volodymyr Zelensky accepte à nouveau de parler avec l'administration Trump, d'abord, est-ce qu'il a le choix et qu'est-ce qui peut en ressortir ? Alors, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'on était dans une situation d'impasse militaire dans cette guerre en Ukraine. Les Ukrainiens, en l'état, n'avaient pas les moyens de chasser les Russes. Et les Russes, en l'état, n'ont pas les moyens de conquérir l'Ukraine. Donc ça semblait normal à tout le monde que le nouveau président américain, même si on aurait préféré que ce soit une présidente, négocie. Le problème, c'est que dans la négociation, Trump, qui se vante d'être un dealer de grande qualité... Quand vous dites on aurait préféré, vous parlez de qui ? Ça veut dire quoi ? Je parle des analystes militaires et je parle des pays européens qui, évidemment, veulent voir cette guerre stoppée. Et donc, ils savaient qu'une négociation était incontournable. Mais on imaginait que Donald Trump allait peser de tout son poids pour obtenir des concessions des 2 côtés. Or là, le problème, c'est qu'il ne négocie rien avec Poutine, il lui donne tout ce que la guerre n'avait pas réussi à lui offrir. Il lui offre une victoire alors que Poutine était enlisé dans cette guerre. Et par contre, il met la pression sur le protagoniste le plus faible. Donc, c'est pour ça que dans son art du deal, en réalité, quand il dit qu'il veut absolument la paix, Trump mérite surtout le prix Nobel de la trahison, puisque en fait, il trahit l'Ukraine dans cette négociation. Il veut surtout que ça s'arrête, au fond, plutôt que la question. Il y a vraiment plusieurs questions, et j'ai envie aussi d'entendre vraiment l'ancien militaire à travers vous. C'est-à-dire que, au-delà de la question de la stratégie, pour comprendre bien, il y a une question qui est l'arrêt des combats. Il y a une question qui est quelle paix on fait. Il y a la question de savoir si on revient aux frontières initiales ou si on accepte un nouveau front et donc que l'Ukraine cède une partie de son territoire. Au fond, quand Donald Trump dit « je veux que cette guerre s'arrête », tout le monde veut que cette guerre s'arrête. La question, c'est comment ?
C'est bien la question centrale. C'est que Donald Trump fait une confusion totale entre stopper les combats et rétablir la paix. On le voit bien, il a fait la même chose au Proche-Orient. Il a obtenu de Netanyahou qu'il stoppe la guerre contre Gaza, mais la paix pour autant n'est pas rétablie au Proche-Orient, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien là, en Ukraine, il veut stopper les combats. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà dit dans les médias américains, il veut montrer qu'il est le président le plus puissant du monde et le plus puissant de l'histoire des États-Unis. Mais pour lui, stopper les combats, ça suffit, alors que toute la question pour les Européens est de savoir si on arrive à trouver une paix durable, ce qui n'est pas le cas actuellement. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky va chercher en allant rencontrer le chef de la diplomatie américaine en Arabie Saoudite ? En fait, il ne va pas chercher grand-chose. Il va à Canossa. Il va accepter les conditions que Trump a déjà négociées avec Poutine. Il n'a plus le choix, Volodymyr Zelensky. Non, il n'a plus le choix parce que quand Trump a stoppé l'accès aux renseignements américains, il s'est rendu compte combien il était fragile pour son armée. En fait, son armée peut se passer d'approvisionnement américain pendant quelques semaines. Mais sans le renseignement américain, il est exactement comme un joueur de boxe sur un ring à qui on bande les yeux, sauf qu'il est face à Goliath. Emmanuel Macron qui réunit à Paris les chefs d'état-major des 31 pays qui, je cite, souhaitent prendre leurs responsabilités. L'objectif, c'est de préparer l'avenir de l'Ukraine. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Mais est-ce que l'objectif, puisqu'il ne reçoit pas là les chefs de la diplomatie, mais les chefs militaires, ça veut dire qu'on est vraiment sur un objectif éventuel de défense, voire même d'envoi de troupes au sol une fois la paix obtenue ? Le problème, c'est que dans ce qu'a négocié Trump, qui ressemble étrangement à la situation en Corée, il va figer la ligne de front et décréter que c'est une ligne de démarcation. C'est pour ça que Koursk est très important pour les Russes, parce que sinon, la ligne de front montrerait qu'il y a une partie de l'Ukraine qui va en Russie. Et une fois qu'il aura figé cette ligne de front, il faut une force de stabilisation de l'autre côté de la frontière qui vérifie que les Russes ne soient pas tentés de grignoter tranquillement la ligne de démarcation. C'est exactement le modèle de la Corée. En fait, cet accord-là, les pays européens l'ont sur la table depuis le mois de décembre. Ils ont été prévenus par l'équipe de Trump que c'est ça que négociait Trump. Ils n'y croyaient pas. Parce qu'ils étaient intimement convaincus que jamais Trump ne négocierait directement avec Trump, sans avec Poutine, j'arrive plus à faire la différence, sans associer les Européens et les Ukrainiens. Et Trump ne s'est absolument pas gêné. Il a dealé directement avec Poutine. D'ailleurs, il ne parle pas des conditions dans lesquelles il a dealé, puisqu'il a tout donné. Et du côté européen, les chefs d'état-major se réunissent parce qu'ils réalisent qu'ils sont au pied du mur, ils seront obligés d'envoyer une force d'intervention. Mais ce qui les inquiète le plus, c'est l'avenir. C'est ça l'objet des discussions entre pays européens. C'est qu'avec ce cessez-le-feu, Poutine aura 3 à 4 ans pour réarmer ses forces militaires. Elles sont essorées aujourd'hui par cette guerre. Dans 3 ans, il remettra le couvert. On le sait, même Poutine le dit, il l'affiche publiquement qu'il veut faire un effort considérable de réarmement pour pouvoir reprendre ses offensives. Pause en quelque sorte avant d'autres offensives dans les années à venir. Merci Guillaume Ancel d'avoir fait le point avec nous ce matin aussi sur la situation sur le front. Vous êtes ancien officier de l'armée française, auteur de Petites leçons sur la guerre. Ça vient de sortir aux éditions Autrement. Il est 7h52 sur RMC.